Bonjour, bienvenue à l'émission Coach Live, donc l'émission numéro 25, avec l'équipe très réduite de Coach Live. Pour l'instant, c'est Sébastien et Imed sont excusés, et Manu, j'attends encore un petit peu de nouvelles. Nous recevons dans cette émission le sélectionneur des Comores, Amir Abdou. Donc enchanté et vraiment très content de te recevoir, Amir. Bonjour Pépi. Donc je profite aussi pour remercier les auditeurs, quoi, les internautes. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager. Dites-nous d'où vous envoyez les messages et on fera un questionnaire aller-retour avec Amir. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Donc, Amir, comme je te l'ai expliqué, tu as bien compris le but de l'émission. Encore une fois, c'est de deviner qui tu es, comment tu t'es construit et montrer que on peut tous arriver à faire des choses à partir du moment où on le veut et qu'on force un peu le passage et qu'on montre que on peut y arriver, il ne faut rien lâcher. Donc, tu vas nous raconter ton parcours de joueur, comment tu t'es construit en tant que joueur pour devenir coach et ensuite comment tu es devenu coach avec cette faculté aujourd'hui que tu es devenu sélectionneur en plus. Donc Amir, à toi, je te laisse le micro pour l'instant et puis je te pose des questions au fur et à mesure. C'est parti. Ouais, comme tu l'as dit, c'est avec persévérance. Bonjour à tout le monde déjà. C'est avec persévérance et c'est vrai qu'on a tous un passé, entre guillemets, avant de passer en tant qu'éducateur. On a été quasiment tous joueurs. On a quand même des parcours différents, chaotiques, ou alors des parcours avec beaucoup de bonheur. Mais moi, j'étais sur Marseille, j'étais formé sur Marseille à Burel. J'ai joué à Burel, à GFC Gabriel, dans des petits clubs de Marseille. Après, ensuite, je suis parti sur Bordeaux, dans la ville où tu es, Pépita. À quel âge tu es parti sur Je Bordeaux? suis arrivé, je pense que j'avais 16 ans. 16 ans, je suis arrivé à Saint-Médard-en-Jalles. D'accord. Je suis arrivé à Saint-Médard-en-Jalles. Le club était en division d'honneur à l'époque. Ouais. Voilà, donc j'ai fait mes classes là-bas avec Monsieur Jean-Jacques Gresser qui est actuellement au Girondin de Bordeaux. Voilà, donc après j'ai fait Saint-Médard, j'ai fait en division d'honneur. Après j'ai fait le SAM, j'ai fait Arlac-Mérignac, Ouais. de la CFA2, la DH. Voilà, et après Andernos, en DHR, le Taillant. Et puis ensuite, après, je suis parti dans le Lot-et-Garonne, à Boué-Bonencontre, qui était en division d'honneur à l'époque. Ouais. Voilà, et après, j'ai fini après je suis parti après à Villeneuve-sur-Lot, pardon, excuse-moi, Ouais. qui était en DH. Et après, le dernier club que j'ai joué, c'est Agen, OSU Agen, où voilà, j'ai fini ma carrière là-bas. Donc, très tôt, parce que j'avais des problèmes d'articulation, de genoux, comme beaucoup de joueurs, quoi. Ouais. Mm. Donc là, t'es pas passé par un sport-études ni centre de formation, on est d'accord, hein? Non, non, pas du tout, non, non. Ok, donc là, tu as joué de niveau, on va dire, DHR à CFA2. En gros, c'est les niveaux, différents niveaux que tu as fait. Là-dedans, tu t'es construit déjà en ayant eu des coachs qui t'ont marqué, qui t'as découvert des choses, tu as des coachs qui t'ont plus influencé que d'autres? Non, non, le seul, comme je l'ai dit, un coach qui m'a beaucoup marqué, c'était Jean-Jacques Gresser, qui était à Saint-Médard avec moi, voilà, qui avait quand même travaillé beaucoup à l'ancienne et qui avait une rigueur et une discipline, il est quand même un préparateur athlétique. Et voilà, il m'a fait beaucoup souffrir sur le plan disciplinaire, mental. Voilà. Donc j'ai beaucoup souffert avec lui. Il m'a beaucoup marqué dans les époques où il était à Saint-Médard. D'accord. Le côté rigueur, c'était pas ton ADN de départ pour toi? Non, 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 on aimait le jeu, on était là pour se faire plaisir. Ouais. Voilà. Après, bon, il y avait une bande de copains. Et puis, je sais qu'il y avait, à cette époque-là, il y avait beaucoup de joueurs des Girondins de Bordeaux qui ne gardaient pas et qui venaient signer chez nous. Ouais. Et on s'était retrouvés là-bas. On avait une bande de copains où il y avait une belle équipe et beaucoup d'ambition dans ce club-là, quoi. Tu jouais quel poste? J'étais joueur de couloir
voilà, milieu gauche, où ça m'arrivait de jouer dans l'axe. Voilà, donc j'ai fini dans l'axe après, avec l'âge. Hein, donc, Ouais. Tu as fait euh, plusieurs postes du coup. Donc, ouais, 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 après, j'avais un profil assez fin, rapide, explosif. Voilà, donc après, à force après, arrivé à un certain âge, ben, on passe plus dans l'axe, on change un petit peu le jeu et voilà quoi. quelles étaient tes qualités pour toi sur le terrain? Vitesse, dribble, beaucoup de percussion et puis après, comme je l'ai dit, à force les années passées, ben, j'étais attiré plus vers le but, mais voilà, au départ j'étais beaucoup passeur, mais voilà, après bon, c'est vrai que j'aimais bien avoir le ballon, j'aimais bien provoquer. Voilà, j'étais beaucoup un one-to-one, j'aimais bien aller au duel un contre un, donc voilà, c'était vraiment ma qualité première, quoi. Est-ce que à cette époque-là, on était plutôt sur la culture tactique? Est-ce qu'il y avait vraiment une compréhension de lecture du jeu, de la tactique, ou c'était, comme tu dis, le côté on va jouer sur nos points forts avec quelques joueurs qui font peut-être la diff, parce que tu étais dans les niveaux DHR à CFA2. Ah. Est-ce qu'il y avait déjà cette influence tactique, tout le monde travaille en équipe, bloc, tout Non, ça, ça y était là encore? il y avait cette rigueur, je pense que tu l'as connu, il y avait cette rigueur-là qui était une grosse discipline sur le plan tactique. Après, en termes aussi sur le plan athlétique, physiologiquement, ben, on travaillait beaucoup sur le plan athlétique. Voilà, il y avait après, je ne vais pas dire que c'était du stéréotypé. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un 4-3-3, plus ou moins. Et puis après, les deux joueurs de couloir, ben, c'était vraiment des joueurs qui attaquaient, qui défendaient. Il n'y avait pas cette notion où ouais, voilà, il va falloir rentrer à l'intérieur pour défendre. On Ouais. prenait tout le couloir. Le latéral alimenté, ben, voilà, il y avait cette discipline-là. Après, bon, si je le compare un petit peu, c'était un peu à l'époque du football de Giroud, quoi. Donc, voilà. Ouais. Donc, après, il y avait le côté aussi sur l'aspect individuel et la mixte qu'il y avait aussi à l'époque. Et puis après, la zone est arrivée un petit peu après, quoi. D'accord, ouais. Et est-ce que tu avais déjà dans ta carrière de joueur ou sur la fin de carrière, est-ce que tu avais déjà en tête de devenir entraîneur? Tu as passé tes diplômes ou c'est arrivé sur le tard? En fait, l'année où je suis parti de Saint-Médard, j'avais signé à Arlac-Mérignac. À l'époque, c'était des emplois jeunes. Ouais. Voilà, j'étais salarié du club et j'ai commencé à passer mes formations. Donc, ça a démarré là. Je jouais, je passais mes formations. Voilà, et j'avais ce côté aussi éducateur, puisque aussi j'aimais bien. J'étais curieux aussi des séances au niveau des entraîneurs. Ouais. Voilà, ça m'a permis de m'émanciper par rapport à ça et ça m'a fait un petit peu la transition, quoi. Ça m'a fait un petit peu la Ouais. transition en tant qu'éducateur. Et tes débuts d'entraîneur, ça, tu as commencé avec quelle équipe du coup? Alors, ben, j'ai démarré déjà, en fait, j'ai eu un cursus en termes d'éducateur, j'ai un cursus bien, bien prédéfini, en fait. J'ai bien démarré avec les tout jeunes Ouais. dans l'école de football. Voilà, j'étais vraiment responsable d'une école de football. J'ai essayé de structurer un petit peu les écoles de football. Après, ensuite, j'ai enchaîné à l'époque, c'était les U13. Ouais. J'ai enchaîné les U13, j'ai fait les U15. Après, je suis monté chez les 19 et voilà, crescendo, je suis arrivé avec les seniors, quoi. Voilà, D'accord. j'ai fait quasiment toutes les catégories de ce que peut avoir un club de football, quoi. Ouais, tu es passé par toutes les classes, donc du coup, tu as vu comment s'occuper donc, bah, déjà par rapport à l'école de foot, donc gérer les gamins différemment que la préformation ou la formation. Donc, hop, 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 il y a Sébastien Cuvier qui arrive. Je vais à ton secours, Pépite. Bonsoir, Sébastien. Amir m'a dit le diplôme avec toi. Au Je me DEF. souviens même pas. Exact. Exactement, exact. Exact. Salut Amir. Ça va, Sébastien? Ça va. Impeccable. Impeccable. Donc, ouais, donc du coup, tu es passé par toutes les classes, donc tu apprends bien sûr avec toutes les catégories, donc ça c'est un bon point par rapport à aujourd'hui, en fait, là où tu arrives aujourd'hui. Maintenant, dans les différentes équipes que tu as coachées chez les jeunes, tu as eu quoi comme niveau? Est-ce que tu as eu des équipes nationales ou tu es plutôt dans le haut niveau régional? Au niveau régional.
quasiment, on n'avait que des hauts niveaux régional. C'était de la DH. Voilà, donc on avait quasiment ça. Ouais. J'ai eu une année, 2 années, une PH deux PH, on a fait des montées chaque fois. On fait des montées avec les clubs. Voilà, donc je suis parti tranquille avec ces catégories-là. Mais voilà, non, on a fait que du régional. Quoi, que du régional. Et avec les seniors, donc c'était quel niveau? Tu as pris Alors, des équipes seniors? senior, j'ai démarré ma fin de carrière, comme j'ai fini ma fin de carrière à OSU Agen. J'avais pris la réserve. Ouais. La réserve, on l'avait à l'époque, elle était en promotion de ligue. On est monté jusqu'en DSR. Ma fin de carrière, comme Comment? Vas-y, non, c'est un écho. Voilà, donc on est monté jusqu'en DSR. Parce qu'à l'époque, il y avait la transition entre DHR, DSR et DH. Ensuite, j'ai fini adjoint de la CFA2 avec la première, parce qu'on avait la première qui était en CFA2 à OSU Agen. Voilà, et après, je suis parti l'année d'après, parce qu'on avait fait un bon parcours en Coupe de France. Juste après, on est parti. L'équipe était coachée par qui là? C'était quel entraîneur là? C'était William Bimbouli. William Wembley. Ouais, William, j'ai joué avec lui à Passy. Voilà. Donc après, ensuite, je suis parti à Golfech. À Golfech, j'avais la DHR, on est monté en DH juste après. Voilà, je suis parti après, j'avais la DH. Et ensuite, entre-temps, j'ai fait 3 ans dans le club de Golfech. Et c'est là où mon début d'aventure est arrivé avec la sélection des Comores, quoi. Alors c'est là où c'est intéressant. C'est déjà, alors, tu bascules vers la sélection des Comores. Comment ils te contactent ou comment tu les contactes? Comment ça se passe? En fait, c'était très simple parce que l'année où on est monté en DH et la deuxième année où on joue en Coupe de France, on reçoit, je crois, en 64e Coupe de France, je crois. C'était Luzenac, qui était à l'époque en National 1. Et c'est l'année où ils sont montés et qu'ils ont eu des problèmes administratifs. On leur a interdit la montée de Ligue 2. On les joue chez nous en Coupe de France et on les bat et on se qualifie derrière. Et j'ai eu un appel juste de la fédération. À l'époque, c'était le manager, c'était Ben Amir Saadi qui m'avait contacté pour être adjoint. Voilà, je devais être adjoint de Stambouli. Voilà, Stambouli. Donc Stambouli ne prend pas la sélection et je me retrouve avec plusieurs candidats et derrière, le président me dit de monter à Amiens, puisqu'à l'époque, il était logé à Amiens, puisqu'il avait sa résidence en France, sa résidence au Comores. Et je monte à Amiens et on a 2 ou 3 entretiens. Et au final, il me dit que le poste est pour toi. Donc, alors pourquoi il te l'aurait donné d'après toi? Parce que si tu as fait les entretiens, est-ce que le fait d'être franco-comorien, il y avait ça qui jouait. Après, il faut savoir aussi, on n'avait pas trop de moyens, quoi, en termes économiques. Et puis la sélection, elle était en stand-by depuis 2 ans. Et il fallait remettre la machine en route, puisque la sélection était en stand-by. Et puis le classement, en termes FIFA, on était 198e. On était vraiment au ras des pâquerettes. C'était un combien le classement? Comment? C'est sur combien le classement? Quand j'entends chaque fois le 212 pays. 212 c'était vraiment au plus. Voilà, on était au ras. Voilà. Il fallait donc moi je prends derrière et c'était décembre 2014, pardon. Et derrière, on me dit voilà, il va y avoir un match amical, on va préparer le match amical au mois de mars, parce que les dates FIFA c'était au mois de mars. Et je dis ok, d'accord, il va falloir faire un recensement de tous les joueurs. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas tous les. En 2015, on n'est pas. Ça arrivait à peu près les Y-Scout et Instat, tous les logiciels. Il fallait aller sur Internet pour aller chercher les joueurs, les Comoriens. Donc je passais des jours, des heures à chercher les joueurs.
Après, les relations un peu à droite à gauche avec des agents à droite à gauche. J'avais récupéré 32 joueurs qui jouaient c'était de la CFA2 jusqu'à la Ligue 1. Ouais. Donc, après, il y avait des joueurs qui avaient refusé, bien entendu, donc, à l'époque. Et puis, le premier match qu'on m'a proposé, 3 semaines ou un mois avant la compétition, pour le match amical, elle me dit voilà, ça y est, on t'a trouvé un adversaire, c'est le finaliste l'ancien finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, le Burkina Faso. C'est un bon point pour faire venir des joueurs. Là, je dis, me foutez de ma gueule ou quoi? donc, une pression supplémentaire. Et on a joué en France à Martigues. Je pense que le stade de Martigues avait 8 à 9 000 personnes. Ouais. Comoriens, parce qu'il faut savoir qu'on a un gros vivier de Comoriens. Une grosse communauté dans le sud de la France. Une grosse communauté, il y a à peu près, je pense, 90 000 Comoriens. Donc il y avait 8 000 Comoriens au stade et on joue le Burkina. Et puis on s'en sort bien, on fait un partout. C'est Njimi qui était l'arbitre. On fait un partout. Voilà, ça a été la folie au pays. Ça a été, le président de la République m'avait appelé. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Donc ça a été En gros, tu incroyable. es reparti d'une sélection qui n'existait pratiquement plus, on va dire qui n'existait plus. C'est En ça. 3 semaines, tu devais faire que tes joueurs soient là pour jouer un match contre une belle équipe. En 3 jours, il fallait faire une équipe, en fait. En fait, le rassemblement était le lundi et le match était mercredi. Voilà, donc Ouais, tu étais dans les meilleures conditions. Toi, Tommy, déjà, c'était bien quand même. ouais, après, j'étais bien entouré parce que j'avais mon ami, quand même, Fabien Pujol. Oui, que tu avais pris là, je me souviens. Ouais. J'avais Fabien Pujol, j'avais Gilles Bourges, qui était au chômage parce que il avait travaillé avec Ancelotti et je l'avais récupéré avec l'UNECATEF. On s'est retrouvés là et j'avais mon ami, la préparateur athlétique Mathieu Larouturon, on était 4, Ouais. et Bourges qui a été extraordinaire, de l'Université d'Aide, nous a beaucoup aidé dans la construction. Et voilà, après il y avait le président qui était là de la fédération, il y avait vraiment une pression qui était énorme, et c'était qui tout double, hein. Donc on a fait un résultat derrière et après voilà, c'est parti derrière. Donc, Est-ce que l'argument du match avec cette équipe à rencontrer était un argument pour faire venir des joueurs qui seraient peut-être pas venus à la sélection? non, parce qu'en fait à l'époque on draguait, il y avait Ali Amada qui était au TFC, il y avait Jamel Bakar qui était à Nancy, qu'on voulait absolument et n'a pas pu nous rejoindre. Bon, ils n'étaient pas prêts à venir, quoi, en gros. Ouais. Voilà, donc c'était compréhensible, hein. C'est pas trop structuré, c'est pas où mettre les pieds, c'est compliqué, hein. Donc voilà, il fallait faire nos preuves, hein. Donc on a commencé à travailler avec le directeur sportif, le team manager Jamal Mohamed, qui faisait son travail en parallèle, que lui il avait son club il était à Consola, Marseille Consola, qui sont montés jusqu'à National, ils ont failli monter en Ligue 2. Donc lui, il travaillait avec moi entre temps, et puis on a beaucoup travaillé sur mettre en place toute cette fonction. Et puis le résultat, c'est que sur le terrain, on a commencé à avoir des résultats, et puis les joueurs sont arrivés au fur et à mesure, quoi. Comment ça se passe quand tu arrives le premier jour à la sélection, au rendez-vous? Parce que là, tu débarques, tu as quoi comme les structures, c'est tout ça, moi, c'est ça que je... Parce qu'il n'y a plus rien en gros, donc comment ça se passe, quoi? Alors, il faut savoir que quand on a une sélection, que ce soit européenne ou africaine, voilà, on a très peu de temps. 10 jours, voire 8 jours. Encore quand je te dis 10 jours, tu enlèves les 3 jours de voyage, hein. Ouais. Voilà. On est sur une île, nous, on fait des escales à dormir dans les aéroports. Voilà, c'est galère. C'est l'aventure, quoi. Ouais, c'est l'aventure. Les joueurs, moi, franchement, je leur tire mon chapeau parce que ils ont cette mentalité et très patriote, parce que quand tu fais venir des pros, faire des trajets comme ça, rester dans les aéroports pendant 4 heures bloquées, 5 heures bloquées,
des fois, tu n'as plus envie de revenir, quoi. Donc, voilà. Mais dès que tu arrives au pays, eh ben, c'est un autre accueil. Voilà, L'amour du pays, l'amour du maillot, elle est là. C'est voilà, là. mais en fait, quand tu arrives au pays, ben, tu mets ton pied à l'aéroport, tu as 5000 personnes qui t'attendent à l'aéroport. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Voilà. là où l'engouement doit être énorme. Voilà. Le pays s'arrête, la sélection, ben, elle démarre une semaine avant qu'on arrive, quoi. Donc, on a l'accueil on met, admettons, l'hôtel. De l'aéroport jusqu'à l'hôtel, pardon, de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, il y a à peu près 25 minutes, 30 minutes, tu mets Ouais. 2 heures. Alors toi, tu débarques là-dedans en n'ayant jamais eu en fait d'expérience à ce niveau ou même d'expérience avec autant de public. C'est tout nouveau pour toi aussi. Ben, en fait, je me suis construit tout seul, quoi. Aucune. Après, Ouais. bon, faut savoir aussi se lancer. De toute façon, on est tous issus du milieu amateur. Oui, Donc, mais il y en a qui, on en parle sur d'autres émissions, il y en a qui ont le mental ou le caractère, il y en a qui sont peut-être plus fragiles, il faut oser faire ça, il faut oser le prendre quand c'est à construire. Tout ça, c'est… La différence, c'est pas un club, c'est un pays. Donc, Oui, l'Afrique, c'est complètement différent que tu vas jouer dans un championnat de CFA ou CFA2 ou de oui, national. bien sûr. Là, le stade, il va être, tu vas avoir 10, 15 000. Moi, ça m'est arrivé de jouer devant 70 000 personnes, quoi. Ouais. Voilà, et ça, il faut se préparer. Mais comme je l'ai dit, on est tous issus du milieu amateur. On est tous issus, on a tous des trajectoires différentes. Mais après, simplement, c'est qu'il faut être costaud mentalement. Et puis Oui, après, c'est comme ça, je c'est dis, là que tu passes. il faut être fort mentalement. Et après, comme je l'ai dit, moi, j'ai eu de la chance, voilà, parce que de mettre des mains dans le cambouis. Qu'est-ce que c'est quand j'ai mis les mains dans le cambouis? Ben, tu passes du milieu amateur. Tu sais porter tes chasubles, tes ballons, Oui, gonfler. Or que maintenant, je ne le fais plus, quoi. On a un ouais. staff qui se Ouais, fait mais tu maintenant. l'as fait. C'est là où c'est intéressant. C'est que, comme Mais tu l'as c'est ça, dit, tu es je l'ai passé fait, par toutes les catégories, toutes les étapes. bien sûr, je l'ai Tu es fait. construit avec, il faut se le faire tout seul, quoi. Il faut se l'arracher, il faut aller se chercher. Voilà, j'ai entraîné en DH, j'étais un petit peu au précurseur. Entre guillemets, je faisais de la vidéo, j'avais mis un écran, un vidéoprojecteur dans mon vestiaire, je faisais la vidéo, je me faisais mes montages tout seul. Voilà, c'est tous ces paramètres-là. Quand on a Oui, connu ça, tu peux voyager, quoi. Tu peux oui, voyager. Donc voilà. Amir, moi c'est j'ai une question. Euh, En fait, tu as créé ta sélection parce que tu avais des joueurs de ce que je club, voulais dire. d'accord? Il a fallu que tu remettes la sélection en route. Donc, tu as eu besoin de ces joueurs de club. Est-ce que, bon, ça t'a servi? Est-ce qu'à l'inverse, quand la sélection s'est créée, ces joueurs-là ont profité de cette sélection-là pour être valorisés? Parce que, bon, c'est quand même la représentation d'un pays, hein, dans leur carrière sportive. Alors, je connais un petit peu, hein, mais tu essayes de mesurer bien le sens. Toi, tu as besoin de ces joueurs-là qui sont en club, qui jouent, où ils n'ont pas de sélection ou un niveau très faible. Toi, tu recrées ça à partir de ça, d'un fichier. Tu as des résultats, tu as un fonctionnement que tu mets en route. Et après, est-ce que ces joueurs-là, par rapport à cette sélection-là, ont eu des retours positifs dans leur carrière ou progression? Je pense aussi, hein. Parce que c'est le paradoxe, c'est l'inverse. Ta sélection, c'est le support, tu vois. Tu vois, en équipe de France, c'est l'aura, tout le monde a besoin. Mais là, pour le cas, c'était pas ça, quoi. C'était pas ça, il n'y avait rien. C'est vrai, c'est vrai. Et tu fais bien Est-ce qu'ils en prennent conscience, toi? Oui, J'ai des joueurs, hein. Tu fais bien de le oui. préciser, j'ai des joueurs qui sont construits autour de la sélection. Il y a des joueurs qui ont démarré dans les D2 écossaises. Moi, j'en ai un, c'est Fouad Bachirou, qui a démarré dans les D2 écossaises. Maintenant, il est à Malmö. Il joue la Ligue Europa. Voilà, il y a En partie grâce à la sélection. grâce à la sélection. Il pourrait Oui, dire voilà, ouais, c'est ça. On est affirmé en sélection, en gros, En quoi. termes de visibilité, ouais, en c'est ça que je veux dire. exactement. Il y a un joueur comme Ben Fardou qui était en national et il s'est retrouvé à l'Olympiakos. Maintenant, il joue à l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est notre attaquant. Il fait la Ligue des Champions. Donc, voilà, il y a des joueurs qui sont construits derrière. Il y a des joueurs qui sont de national qui arrivent à jouer en Ligue 2. J'en ai un paquet qui arrivent à être visibles. J'ai des joueurs aussi qui sont en équipe réserve pro. Qui sont montés aussi grâce à la sélection aussi. Donc, c'est vrai que c'est une terme de visibilité. Après aussi, il faut savoir aussi les affiches aussi qu'on joue. Hein. Quand vous jouez le Cameroun, vous êtes diffusé, c'est sur Bein. Vous faites des résultats derrière.
les gens, ils ouvrent les yeux. Oui, mais quand tu pars du début, excuse-moi, pour oui, c'est ça. Au convaincre début, c'est les pas vacards, aussi. ce n'est pas le cas. Là, Hein. c'est Non, joli c'est parce que ça galère, prend, mais c'est galère. Aïe. Et puis, il y a plus d'un aurait arrêté, serait cassé oui, la oui, gueule parce que des fois, t'as pas les billets d'avion, Oui. t'as pas les équipements, donc faut bricoler. Euh, les hôtels, quand tu arrives, t'as pas d'hôtel, tu te retrouves dans une ouais, situation mais difficile. ça c'était le départ. On est d'accord. Maintenant, Voilà, aujourd'hui, c'est quand même plus structuré. Ça fait 6 ans maintenant que tu y es. c'est ça. On va dire que par rapport au départ, si tu as des anecdotes à nous donner pour montrer vraiment la différence entre un début de sélection où il y a un bordel, on peut dire clairement qu'il n'y a rien qui est vraiment organisé, même si le président de la fédération veut que ça brille, sa sélection. Ah, mais Euh, Pépite, les Africains, enfin, ouais, ont toujours cette largesse au niveau administratif, logistique quand oui, ça même. c'est connu, C'est reconnu. Mais connu. aujourd'hui, il y a une différence Oui. quand même. Je Bah, pense que les joueurs. oui. Ouais, Oui. ouais, il y a une différence parce que, juste une petite parenthèse en termes d'anecdotes, si je reviens à mes débuts, moi j'en ai eu Oui, tellement parce que, euh, un exemple, on jouait un match aller, je sais plus, je crois que c'était Lesotho, c'était les qualifications de la Coupe du Monde. On joue Lesotho et on avait le vol, admettons, le vendredi. Et en fait, on prend le vol le vendredi pour prendre la correspondance, parce qu'il y a une correspondance pour l'Afrique du Sud. ouais. Et en fait, les réservations, en fait, nos billets, l'avion, on devait le prendre le samedi. Là, comme 2 jours plus tôt, on se retrouve à l'aéroport comme des imbéciles. Il fallait sortir parce qu'il faut un visa pour sortir. On n'avait pas d'argent. Il fallait sortir de l'aéroport. Pour y trouver un hôtel, on n'avait pas d'argent. Donc on s'est retrouvé dans des chambres où on ne savait même pas ce qu'on mangeait. Il n'y avait pas de lumière, on ne savait même pas ce qu'on mangeait dans notre assiette, quoi. Donc, Ouais, mais donc, là, du coup, le président qui t'amène dans cette histoire-là, comment ça se passe quand tu as ces événements qui arrivent? Tu l'appelles, tu dis là, il y a ici, on est. Il n'est pas joignable. il est À pas ce moment-là, il n'est joignable. pas joignable. Il est pas joignable. Il grésille le téléphone. Il marche pas, le téléphone. Ah, Et les joueurs que tu ramènes, c'est marrant là aussi parce que, alors, c'est marrant parce que vous êtes en effet groupe et les mecs ils se retrouvent dans une sélection, donc il y a quand même l'effet groupe, motivation d'être ensemble. Après, est-ce que les mecs ils gardent le moral malgré ces petits événements comme ça ou ils se disent oh putain on va en chier? Il garde le moral. Et justement, je te fais la continuité de ce voyage. On arrive en Afrique du Sud parce que c'est en fait une principauté, là, le Lesotho. Donc on devait partir là-bas. Au lieu de mettre 2 heures, 1 heure et demie de bus, on a mis 4 heures. Le chauffeur, il est passé dans la brousse, il s'est perdu, on s'est retrouvé, on arrive dans l'hôtel, on veut pour manger, on demande pour manger le dîner du soir, le restaurant était fermé, on n'a pas mangé. Donc voilà, on va s'entrer le lendemain, les lumières elles sont éteintes. En une demi-heure, les lumières sont éteintes. Voilà, c'est plein d'anecdotes comme ça. Mais bon, c'est le charme de l'Afrique. Mais après, on a plus ou moins on a réussi à se structurer. On essaie d'anticiper sur beaucoup de choses. Voilà. Bon, après, quand ça se construit au fur et à mesure, malgré tous ces événements, quand tu arrives à faire que ça se structure derrière, les joueurs qui sont dans cette épopée, tu soudes un groupe de folie. C'est comme une histoire de Coupe de France avec les amateurs. Quand les mecs, tu les fais vivre ensemble et qu'ils commencent à découvrir des choses de plus en plus grosses et qui passent des tours, bah là, tu es un peu dans ce principe-là aussi. C'est ça parce que faut savoir que les joueurs qui sont encore là, c'est ma colonne vertébrale. Voilà, c'est les joueurs cadres. Ça, ouais, voilà. C'est les joueurs cadres et c'est eux qui tiennent entre guillemets la sélection. Et eux, ils ont tout vécu. Ils ont vécu, ils ont vécu la sélection. Où j'ai des joueurs aussi qui ont vécu avant que j'arrive, où c'était du folklore. Ils étaient habillés en arlequin. L'autre, il avait un maillot de la Juve. Voilà, l'autre, il avait un maillot du Milan. Alors que là, maintenant, on est vraiment structuré. De la tête aux pieds. Voilà, il y a vraiment une identité au niveau de cette sélection. On ressemble vraiment à une vraie sélection. Après aussi, on s'est quand même renforcé aussi par un manager qui faisait partie de la sélection du Sénégal. Il est d'origine comorienne, voilà, qui était adjoint de Lamine Diatta. Voilà, et lui d'origine comorienne, on l'a récupéré, qui bosse avec nous et qui lui, il travaille aussi dans la continuité avec nous aussi. Par rapport au premier boulot, quand on t'a demandé de prendre l'équipe 1,
de la sélection. Aujourd'hui, l'évolution depuis 6 ans, c'est quoi? Tu es toujours dans le rôle de uniquement l'équipe 1 ou la structure sélection à différentes catégories, les 15, 17, 19, je ne sais pas si ça marche comme ça là-bas. Ouais, Est-ce ça, que, est-ce que ça, c'est en place? Parce ça, que si l'équipe 1 c'était fermée et tout le reste est fermé, il n'y a peu de sélection chez les jeunes. non, ça marche aussi avec les catégories de jeunes, les féminines et tout. Après, je pense aussi que les dirigeants là-bas au Comores, que ce soit la fédération, voilà, ils ont ils ont une autre politique, ils préfèrent mettre quelqu'un d'autre. Voilà, moi, à plusieurs reprises, j'ai demandé, je leur ai demandé, je leur ai dit, voilà, je leur donnais mes services, entre guillemets, je leur ai Oui, oui. proposé mes services. Voilà, ils n'ont jamais adhéré, donc ils ont préféré travailler avec eux, entre eux. Donc voilà, moi je ne rentre pas dedans. J'ai proposé de restructurer un petit peu la sélection. Et puis là, on a une académie qui est fermée. Et j'ai aussi proposé d'aider à la restructurer, puis ils vont la rouvrir. Voilà, ils n'ont pas fait appel à moi. Mais écoute, c'est pas grave, hein. Moi je m'occupe de l'équipe première. Voilà, donc, Oui, oui. Et les joueurs, donc, quand tu as démarré, quand ils sont venus, parce que souvent, les coachs qu'on a eu, comme Alain Olio, tout ça, ils disaient que athlétiquement, il y avait beaucoup de joueurs de qualité athlétique extraordinaire. Après, c'était le côté tactique qui était souvent pas terrible, terrible. Est-ce que tu as remarqué ça toi aussi? ah oui, il y a un gros écart. Le championnat, il y a un fossé, quoi. Il y a un fossé sur le plan tactique, en termes de nutrition. Voilà, c'est des joueurs, c'est des joueurs qui s'entraînent tous les jours, mais voilà, il y a trop de carences, quoi. Il y a trop de carences, et d'autant plus, c'est pour ça on a très peu de locaux. On a un ou deux joueurs qui arrivent, voire trois joueurs qui arrivent à avoir intégré, qui complètent un petit peu l'effectif. Ou sinon, c'est que des expatriés. Et quasiment les joueurs que j'ai, ce sont des joueurs qui sont formés en Europe, quoi, donc qui passent tous par des centres de formation. Ouais. Ouais, c'est intéressant. Après, et là, aujourd'hui, maintenant, ça fait 6 ans, au niveau structure, au niveau matériel, équipement, on te donne les moyens de faire évoluer. Bon, l'équipe évolue par rapport au classement, on le voit bien, FIFA. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu as ben, tout ton staff et tout ce qui draine autour de l'équipe de la sélection? Est-ce que c'est cadré, carré? Et est-ce que maintenant, tu peux bosser Nous, c'est comme une succursale qu'on a. De la fédération. Entre guillemets, voilà, on a un pôle ici, on a un manager qui est, entre guillemets, c'est un manager Europe. Voilà, ouais. et derrière, il y a des fonds qui nous aident au niveau, parce que toutes les facturations, ben, on transfère là-bas, mais nous, on gère tout ici, en gros, quoi. Voilà, Ouais. on arrive à se structurer en termes d'équipementier. Voilà, on est vraiment, comme je te l'ai dit, c'est le jour et la nuit par rapport à ce que j'ai vécu au début. Il y a il y a vraiment quelque chose de bien défini. Il y a un staff. Il faut savoir aussi que le staff, ce sont quasiment que des entre guillemets, des bénévoles, quoi. Parce que les personnes là, ils viennent pour l'aventure. On a des kinés, on a des analyses vidéo, mon adjoint. Voilà, tous ces gens-là, ben, ils sont là pour la mission. Ils sont là pour la mission. Voilà, il n'y a que moi qui suis salarié de la fédération. Ouais. Tu as toujours pas d'eau avec toi? Pado, non, il s'est consacré parce qu'il a il a plusieurs casquettes avec Martigues, avec le Pôle Espoir et sa structure à lui. Donc, c'était compliqué à voir. J'avais Yannick Enel aussi qui était avec moi. Oui, Yannick, ouais, ouais. D'accord. Yannick, et voilà, et Jean-Claude Hagenbach qui est avec moi actuellement. Oh, Voilà, ah ouais, voilà, d'accord. voilà, donc Jean-Claude qui est avec moi. Voilà, voilà, il y a vraiment une osmose et puis voilà, la sélection en fait, les joueurs, bon, pendant toutes les personnes qui passent avec la sélection, tous les éducateurs qui sont passés avec moi, les membres du staff, ils se sont régalés, quoi. Ils sont partis Ouais. voilà, ils ont toujours une belle image de notre sélection. Voilà, donc il y avait Eric Alibert aussi qui est à Lille. Voilà, donc il y a pas mal de monde qui est passé, hein. Donc, T'as du voilà. beau monde, hein. Ouais, Ah t'as oui. du beau monde, quoi. Tu ne lances pas que les joueurs, toi. Non, non, pas que les joueurs. Il y a un beau monde, il y a un beau monde là. C'est bien. Quand tu es appelé avec la sélection, quand vous faites les réunions de sélection, combien de temps avant le match vous vous réunissez?
Alors, nous, on fait. Alors, là, un exemple, là, je suis parti à Paris la semaine dernière pour échanger depuis le Covid, on ne s'était pas vu. Sinon, on travaille sur faire une planification, une programmation, disons, un mois avant, quoi. Voilà, on commence à travailler, à échanger, voilà. Et travaille aussi sur l'itinéraire, parce qu'il faut savoir il faut savoir improviser en Afrique. Ouais. Il y a toujours des remaniements. Un exemple, on peut dire voilà, le lundi, le mardi, ça va être de l'animation def le matin, l'après-midi, on va l'animation l'après-midi, et puis on va s'entraîner à une telle heure. Ben, voilà, un coup de téléphone 10 minutes avant, ben, il y a le président de la République qui va passer. Voilà, il faut le recevoir. Voilà, donc la séance est arrêtée. Voilà. Mais il y a beaucoup d'improvisation au niveau de l'Afrique. Après, bon, Ouais, même c'est ça, quand, ouais. même quand on est à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup aussi d'embouteillages aussi au niveau des distances entre l'hôtel et le stade. Avant, quand on ne maîtrisait pas un petit peu l'hôtel, on se faisait avoir parce que c'était les fédérations qui nous mettaient dans un hôtel et ils nous mettaient à 2 heures du stade d'entraînement. Et voilà, c'est plein de coups comme ça qu'on a eu pendant des péripéties comme ça. Mais maintenant, on connaît le rouage. Voilà, donc, Tes prochaines échéances, c'est quoi? Ouais. alors, les prochaines échéances, on devait jouer au mois de septembre. Vu le Covid, ben, il n'y a que l'UEFA qui a ouvert les frontières pour l'instant. Donc la FIFA CAF s'est fermée. On devait jouer le Kenya, les retours. Après, le mois d'après, on devait jouer le Togo, le match retour, et l'Égypte. Voilà. Donc on a fait déjà 2 matchs. On a joué le Togo, on a gagné le premier match à l'extérieur, et l'Égypte qu'on a reçu chez nous, on a fait un 0-0. Voilà, donc, Qu'est-ce qui t'a marqué sur les matchs là? Toi qui vois maintenant les sélections depuis 6 ans, c'est quoi qui est le plus marquant, le côté vraiment athlétique? Est-ce que tu as des sélections qui tactiquement maîtrisent vraiment bien? Est-ce que toi, le niveau de tes joueurs fait que tu es un cran plus bas ou est-ce que tes joueurs, le groupe tient le niveau par rapport à d'autres équipes? Comment tu vois ça? nous, faut savoir, on a un gros collectif. Voilà, ce sont des joueurs qui, humainement et très intelligents aussi sur l'adaptation en termes tactiques. Voilà, après, on a un football européen, parce que même si on est des Africains en gros, mais voilà, ce sont des joueurs qui ont été formés en Europe, qui sont nés en France. Voilà, on a vraiment ce football-là où on aime jouer. En termes athlétiques, c'est vrai, on est des petits gabarits explosifs. On se fait exploser, quoi. On tombe contre des armoires, des équipes où il y a quasiment que des armoires, où on se fait exploser sur le plan athlétique. Mais on compense aussi sur l'agressivité et sur la rigueur aussi qu'on peut mettre en place. Mais après, au niveau des équipes qui m'ont marqué, après qui maîtrisent bien entendu le football entre guillemets africain, bon, le Maroc, bien entendu, parce qu'on a joué quand même le Maroc, que j'ai trouvé, même malgré que j'ai un regret de se faire, de ne pas avoir fait un match nul là-bas, parce que on prend un but à la 97e minute. L'arbitre a voulu continuer à jouer. Voilà, mais c'est le charme de l'Afrique, hein, ce que je te dis. Donc voilà. Après, sinon, Un téléphone collé à l'oreille? ouais, c'est comme ça. Donc voilà, non, après moi il y a le Burkina c'était que j'ai trouvé intéressant en termes tactiques, c'était le Burkina de Paulo Duarte, voilà, Paulo qui était à Le Mans, qui a entraîné Le Mans là, en Ligue 2, qui était intéressant. Sinon, après bon. Sinon, le football africain a changé, a beaucoup évolué et, ça joue, mais il y a ce côté aussi athlétique qui prend le pas, quoi. Donc après, Toujours. on essaie de compenser par le jeu, quoi.
Amir, tu es sélectionneur, il y a pas la possibilité, comme fait Dupuis, de prendre une sélection Madagascar et à l'époque, il entraînait Fleury-Mérogis, un club à côté? Oui, Si, c'est oui, jouable, c'est jouable. mais c'est un choix, oui. Un choix, pour l'instant, comme je t'ai dit, Seb, l'objectif, c'est d'arriver à se qualifier. Hmm. Moi, je me suis focalisé dessus. D'accord. Hmm. Voilà, après, s'il y a une opportunité aussi d'un club, voilà, ça peut se discuter, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, l'air de rien, parce que la sélection prend beaucoup de temps, parce que même si actuellement on a le Covid, faut savoir qu'on ne s'est pas arrêté de travailler, quoi. On ne s'est pas arrêté de travailler, on travaille avec les analystes, on essaie d'anticiper sur les prochaines rencontres. Voilà, on essaie de décortiquer énormément l'adversaire qui est le Kenya. Voilà, on veut être performant, on veut passer ce cap-là et on est tous mobilisés pour aller chercher une qualification. Concernant les joueurs que tu as, sachant que financièrement la fédération n'a pas non plus énormément de moyens, comment tu fais pour les suivre? Tu vas les voir? Ben, ils ont mis un budget en place de fonctionnement sur les déplacements. Ouais, ouais, maintenant je peux me déplacer. Je peux me déplacer. Je donne une feuille de route. Voilà, et après une validation au niveau du comité. Je vais me déplacer. Là, bon, là, je vais commencer à faire mon petit tour bientôt. Là. Donc là, je suis passé, comme je t'avais dit, je suis parti à Paris la semaine dernière. J'ai vu certains membres du staff, les analystes vidéo, plus le manager, plus les kinés. Voilà, façon de pouvoir échanger avec eux, une partie du staff. Après, je continuerai mon petit bonhomme de chemin. Et puis après aussi, il faut savoir aussi, ben, il faut aussi se renforcer, hein, trouver aussi Oui. de nouveaux joueurs. Et Euh, est-ce que d'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu découvres de nouveaux joueurs? Ou est-ce que pour toi, tu as vraiment ce qui se fait de mieux pour les Comores? On découvre d'autres? On te ramène des noms en te disant, t'es celui-là, il a double nationalité, tout comme ça? il y en a, il y a des joueurs qu'on aimerait toucher, mais pour l'instant, c'est pas trop d'actualité, mais ils sont toujours en dents de scie et toujours méfiants au niveau de l'Afrique, des Wesley Saïd, des Méziane Maolida, voilà. Donc après, il y a des joueurs, des jeunes joueurs qui ont signé pro, il y en a eu 5 ou 6 qui sont signés pro dans le championnat français, voilà, qui s'entraînent avec les professionnels. Voilà, il y a de plus en plus de joueurs qui émergent et voilà. Après, bon, il faut savoir aussi que nous, depuis 6 ans, on a quand même une ossature qui est là et elle est solidifiée, qui connaissent bien l'Afrique. On a fait quand même notre première victoire à l'extérieur, chose qui est très difficile à gagner en Afrique, très très compliqué. On a joué au Togo contre Claude Leroy. Voilà, donc voilà, on commence un petit peu à s'imprégner, mais voilà, on va crescendo en espérant, comme je t'ai dit, ben, arriver à notre objectif qui est cette qualification pour la CAN 2022, puisqu'ils l'ont repoussé en 2022, puisqu'elle devait être en janvier 2021. Oui, Ouais. Donc là, on va montrer justement ce que tu dis, là, que tu essayes d'inculquer, le côté tactique. Donc, tu nous as envoyé un exercice qui montre vraiment comment tu essayes de donner cette rigueur que toi, tu nous as dit qui t'avait marqué quand tu étais jeune, déjà joueur avec l'entraîneur Gressière qui était au Girondin. Donc, on voit bien que ça t'a marqué. Et là, tu essaies d'apporter ce côté rigoureux par la culture tactique. Donc, est-ce que. Regarde, je te le mets en visio quoi, à Juste une l'écran. parenthèse, euh, Vas-y. euh, comme je l'ai dit, sur un rassemblement, voilà, les sélections, c'est 10 jours. Voilà, 10 jours, la FIFA donne 10 jours. En théorie, il y a 2 matchs, voire 2, voire un match. Euh, Si vous prenez les 10 jours, vous enlevez, allez, oui. 4 jours de récupération. Ouais. 4 jours de récupération. Donc, c'est pour ça que nous, sélectionneurs, je ne sais pas si d'autres sélectionneurs travaillent pareil que moi, nous, je suis obligé de partir dans la performance de suite. Oui, 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 t'as pas le choix. Il faut être de suite prêt pour les rencontres, pour les matchs, parce qu'on n'a pas le temps, entre guillemets, de s'orienter sur des principes de jeu, comme on dit dans le jargon du football. Ouais. Oui, mais là, en tout cas, ce que tu nous as envoyé, ça montre que
tu essaies de suite que tous les joueurs aient la même culture tactique par rapport à ce que toi tu recherches. Et donc, je mets l'exercice. Hop. Donc ça, je te laisse l'expliquer et je basculerai sur les différentes images qu'on a fait. Alors voilà, bon, ça je pars sur une structure de 4-4-2. C'était contre, on s'orientait sur jouer contre le Togo. Je pense que c'est la dernière. Je pense, ouais, c'était un exercice contre le Togo. Et l'adversaire aussi était placé en 4-4-2. Donc voilà, donc il a fallu montrer un petit peu aux joueurs, puisque c'est un exercice qui se fait sur le deuxième jour de rassemblement, où d'abord on passe en théorie sur une salle de vidéo en train d'observer l'adversaire et aussi de voir aussi nos carences. Et ensuite, on va sur le terrain. Voilà, là, je mets les 5 joueurs qu'on peut voir là. Ce sont des appuis. Là, j'ai mis ma structure à moi qui est en CAM 4-4-2. Donc, moi, je suis derrière les joueurs en jaune qui est là. Sur l'exercice, en fait, moi, je demande à mes joueurs de sortir en bloc, en gardant les distances d'intervention et aussi en gérant aussi le côté opposé où il n'y a pas le ballon et où c'est un travail de pressing qui se met où c'est un travail de synchronisation, de coulissement. Donc un exemple, donc là c'est le numéro 1, l'axe côté droit, le numéro 2 c'est l'axe côté Vas-y, non, je reste, vas-y. Le latéral côté gauche et les deux centraux. Voilà. Donc là je dis admettons un coup de sifflet, mon préparateur physique il siffle, les joueurs savent qu'il faut qu'ils se déplacent côté vers le 1. Donc là, moi, je leur demande soit de défendre à l'intérieur, d'amener l'adversaire à l'intérieur, soit je demande de défendre à l'extérieur, d'amener le joueur à l'extérieur. Je ne vais pas vous tout divulguer, mais donc l'objectif, c'est d'arriver à être synchronisé, être aussi les joueurs à l'opposé qui soient bien en oblique, de façon à être en couverture. Et au moment où il y a le joueur qui fait la passe, le numéro 1, il y a le milieu excentré qui sort, qui lui remet le ballon et tous les joueurs viennent coulisser et ferment l'espace. Et après, ensuite, ils viennent se replacer et un coup de sifflet pour passer au numéro 2. Et ensuite, numéro 3, numéro 4. Et ensuite, le dernier, numéro 5, c'est sur un jeu lent pour faire glisser le bloc sur un bloc bas pour jouer le deuxième ballon. Voilà. En fait, on essaye de visualiser comment on va réagir sur un jeu lent, comment on va réagir sur un ballon à l'opposé. Voilà, ce sont tous, c'est tous les circuits qu'on peut mettre en place pour pouvoir être prêt à jouer contre l'adversaire et montrer aussi l'identité de jeu qu'on veut mettre en place pour la rencontre, quoi. Ce qui est intéressant là, c'est que tu donnes bien. Déjà, cet exercice, quand tu le fais, on est d'accord que tu ne le fais pas 5 minutes. Non. Là, en plus, ce qui est intéressant. Ça, c'est pour ça, je te dis ça, je dis ça parce que pour les coachs qui voudraient le faire par rapport à leurs joueurs, ça fait partie de la culture tactique. Aujourd'hui, si tu fais ça, on est d'accord que les joueurs, il faut qu'ils comprennent que c'est pour le bien de l'équipe, de bien comprendre les déplacements de chacun. Donc, ça ne se fait pas 5 minutes. Ça se répète jusqu'à ce que ce soit cohérent, que tous les joueurs adhèrent à faire ça. C'est contraignant pour les joueurs, mais c'est très important pour nous. Voilà, c'est pénible pour les joueurs. Ils peuvent ne pas aimer, hein, mais t'as pas le choix. Il faut savoir que sur ces exercices-là, on reste une demi-heure, quasiment, une demi-heure 40. Et les joueurs qui font l'exercice, c'est là où il y a d'interaction. Il y a des échanges. Voilà, attention, tu as vu comment ça sort? Parce qu'on leur donne des informations par rapport à l'adversaire. Parce que, mettons, sur un ballon à l'opposé, où je vais dire, mettons, mon milieu qui va sortir, le joueur, le milieu excentré côté droit, je vais dire, attention, le joueur qui est à l'opposé, il prend la largeur, il ne rentre pas intérieur. Ou alors, vice-versa. Donc, il y a un positionnement tu corriges, toi, en direct avec tes joueurs. Et ils se corrigent eux-mêmes.
Ils échangent, ils prennent le temps, ils se corrigent. Et ça, c'est intéressant parce que ça prouve aussi qu'ils sont impliqués, concentrés, concentrés à préparer le match. Parce qu'ils soient connectés. Comment ? Qu'ils soient connectés. Ils sont connectés, exactement. Oui. Et cet exercice, je le trouve intéressant parce que, après, bon, il peut y avoir plusieurs variantes, hein, parce que ça permet aussi de travailler en bloc, de travailler aussi les différentes zones. Comme j'ai dit, zone bloc haut, bloc bas, et après la zone danger qui est pour moi la situation d'alerte, le bloc bas, où voilà, quand on se retrouve en situation d'alerte, éviter ça, quoi. Éviter ça. Donc, c'est à eux d'arriver à s'orienter et d'arriver parce que c'est vrai qu'à certaines périodes dans le match, quand on va jouer à l'extérieur ou peut-être à la maison, bon, on a sur nos temps faibles, on va être en difficulté, on va se retrouver en situation basse. Donc c'est à nous de faire corps et d'éviter aussi cette zone-là, aussi d'harceler le porteur, mais aussi de travailler en synergie de façon à pouvoir gagner du terrain et de presser, d'être très près du porteur du ballon pour récupérer, de mettre de la densité pour récupérer le ballon, pour être performant et aller vite dans la transition, quoi. Ce qu'il y a de bien, c'est que là, comme tu l'as dit, tu l'as analysé avant en analyse vidéo pour leur montrer l'adversaire et les points forts et faibles de ton équipe. Donc, du coup, après, tu le montres en exercice avec les joueurs. Et donc là, les questionnements des joueurs ou toi, les corrections que tu en attends, tu peux les imposer et leur expliquer pour ceux qui n'auraient pas tout compris pourquoi le petit mètre il est important. Et après, donc, le match se passe. Et de nouveau, tu peux réintervenir sur tes analyses vidéo et justement corriger les choses qui n'auront pas été faites comme tu l'as demandé toi et comme les joueurs auraient dû le faire, quoi. Bien Donc, sûr. encore une fois, c'est vraiment de l'analyse tactique, quoi. C'est vraiment de compréhension tactique. Et encore une fois, les entraîneurs qui écoutent et qui voudraient faire ce genre d'exercice, ben, bien sûr, on le fait bien sûr avec la tactique qu'on veut faire, avec ses choix. Maintenant, c'est pour éviter que les joueurs ne soient pas cohérents les uns envers les autres, il faut le faire. Et ce n'est pas même sur une séance, 40 minutes, comme il l'a dit, ou 35 minutes. Non. Ça se répétera sur l'année beaucoup plus de fois. Alors, comme il dit Seb, ce n'est pas toujours amusant quand on est joueur. C'est pas amusant. Mais c'est primordial et il faut le faire, quoi. Jusqu'à que ce soit... Après, c'est contraignant pour les joueurs. Ce n'est pas du tout physiquement très dur. Non. Par contre, c'est une particularité, c'est très intéressant intellectuellement. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. En fait, c'est de la répétition. Mais c'est une fatigue quand même. C'est une fatigue morale. C'est le joueur qui fait ça, qui répète, et que derrière, tu as l'entraîneur qui dit attention, tu as 5 mètres de retard, attention, toi, ton corps il est mal orienté, attention. Voilà. Et ça, ce sont, comme je l'ai dit, mes joueurs le mangent depuis 6 ans. Attention, il y a d'autres exercices aussi, mais voilà, plusieurs variantes. Voilà, c'était une dernière variante que j'avais mis en place. Mais voilà, ce sont des choses qu'on est obligé de mettre en place parce que c'est quoi l'objectif? C'est que on a 72 heures d'un match. 72 heures d'un match, il faut être prêt, quoi. Donc, on va pas aller la faire au fusil. Allez, toi, non. Derrière, il y a vraiment une structure. Le joueur, il sait que voilà, on a un projet de jeu. Ah, le coach, il m'a dit, voilà, on va jouer en 4-4-2. Mais bon, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut un bloc compact. Il veut des réductions des espaces. Attention, le joueur, l'attaquant, il se balade entre les lignes. Voilà, il faut le prendre dans cette zone-là. Il faut que je décroche. Voilà, il y a tous ces paramètres-là qui sont intéressants. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, Seb, c'est contraignant pour les joueurs. C'est intéressant, mais on est obligé de passer par là pour faire bonne figure sur une rencontre, quoi. Oui, après, là, toi, tu es une petite nation comme on est. Ouais, en plus, toi, tu es en sélection, donc les joueurs encore plus importants. Après, c'est vrai que ça, sur des niveaux de foot amateur, très amateur, c'est vrai qu'il ne faut pas rester trop longtemps. Si tu n'as que 2 séances dans la semaine, bon, c'est vrai que ça se fait le dernier jour avant le match, ça se fait très peu. Et quitte à le faire moins et le répéter plusieurs fois sur X temps, mais en amateur, vraiment très amateur, c'est vrai qu'il ça peut être délicat en fonction du groupe qu'on a. Et voilà, ça se comprend. Toi, tu fais faire une dernière passe au bout de l'action entre le joueur qui a le ballon que tu désignes et le joueur qui est le plus proche du pressing. Pourquoi tu fais cette passe? Le starter. C'est le starter. Voilà, c'est le starter. Ça veut dire c'est
Il arrive dans la zone d'intervention, hop, il touche, et en fait, ça permet au groupe de se placer sur le plan défensif. Et après, il y a un replacement qui se fait au niveau du bloc. Ouais. C'est-à-dire que le bloc, c'est aussi, faut savoir aussi qu'on a aussi le drone aussi. On essaie de travailler aussi avec le drone de façon aussi. Moi, je mets le drone en place et puis le soir même, on le regarde pour voir aussi s'il n'y a pas d'irrégularité au niveau du déplacement. Et ensuite, et les autres starters, ben que ce soit à droite ou à gauche, mais ça permet aussi de voir les lignes offensives, hein. C'est-à-dire si l'attaquant axe gauche qui va sortir, ben, l'autre attaquant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va fermer l'angle de passe de l'autre central pour pas qu'il touche, quoi. Donc voilà, le milieu axial, ben, il va resserrer intérieur, il va se mettre en losange, quoi, de façon à pouvoir fermer ces espaces-là et à fermer les intervalles de façon pour pas que l'adversaire reçoive le ballon. Voilà. C'est toi qui as appris à Fabio à se servir du drone ou c'est lui qui te l'a amené en sélection? Non. Fabio l'a fait après avec Bergerac un petit peu. Oui, là après, bon, on a tous des idées. C'est bien, ça, je pense que c'est intéressant après. C'est intéressant le drone. Après, ça nous permet d'évoluer, d'avoir de la variété et puis la vidéo, c'est très très important de nos jours, quoi. C'est un gros plus. En tous les cas, ben, la suite pour toi, c'est quoi? Tu vois ça comment? Sélectionneur, combien de temps encore? Combien de temps tu penses durer? Combien de temps tu aimerais durer? Est-ce que pour toi, tu peux encore améliorer beaucoup de choses? Moi, je t'ai dit, mon objectif, c'est la qualif. J'arrive à cet objectif, ben, j'aurai atteint ma mission. Oui, parce que ça n'a jamais été fait, on est d'accord. Hein. Ça n'a jamais été ma mission. J'aurai atteint ma mission. Déjà, on a vachement progressé au niveau du classement FIFA, puisqu'on est 133e, je pense, au classement FIFA. Voilà, on est en pleine évolution. On veut encore grandir encore au niveau des échelons. Et comme je t'ai dit, voilà, mon objectif, c'est la qualif. C'est la qualif. Voilà. Je suis omnibulé par ça et je vois que. Aussi. Comment? Les joueurs aussi, tu les as. Ah oui, les joueurs ils sont motivés. Tu sens que c'est leur objectif à eux aussi. Voilà, c'est on est plus que motivés. Le président, j'en parle pas, je pense qu'il est motivé. Ouais, on est tous motivés parce qu'après, bon, il faut savoir, juste une parenthèse, on a pour la CAN 2019, 2020, pardon. 2019, pardon. Elle était en Égypte. On avait entre guillemets, on devait passer parce qu'on avait fait appel à OTAS. On était passé, on avait des problèmes administratifs parce qu'on avait gagné pour nous, entre guillemets, parce qu'en fait, pour te dire, le règlement de la CAF dit qu'une équipe qui est plus organisateur dans son pays, c'est-à-dire que c'était le Cameroun qui devait organiser la CAN, on leur a enlevé l'organisation, elle est automatiquement disqualifiée. Donc, nous, on était allés au TAS, on pensait qu'on avait raison à 100%, et au final, eh bien, on a perdu au TAS. On a perdu au TAS, mais voilà, mais comme on l'a dit, maintenant, il faut aller chercher sur le tapis, sur le terrain, sur le carré vert, donc il faut chercher cette qualification sur le carré vert, mais on aurait pu passer administrativement, Et bon, après, les grandes nations, c'est autre chose, quoi. Le regroupement, le prochain regroupement, tu as des dates déjà ou on ne sait pas encore. C'est compliqué. On ne sait pas encore. On n'a pas les frontières. Les frontières ne sont pas ouvertes. Ouais. Pour eux, ils disent que ça sera au mois de novembre. Peut-être octobre, mais ça sera au mois de novembre. Ouais, l'évolution est compliquée pour tout le monde en ce moment. Ouais. Bon, en tous les cas, Seb, qu'est-ce que tu en penses? Encore un parcours atypique, hein, encore une fois. Ouais, atypique, magnifique, et puis qui n'est pas fini. Alors, ouais, c'est ça. Et puis ce qui est bien, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est de nationalité comorienne, et je trouve que c'est un gros plus. Nul n'est prophète dans son pays. Ouais, non, mais je trouve que c'est un argument de plus pour toi, pour la motivation. C'est pas, comme tu l'as dit au départ, c'est pas que la notion de l'argent.
là aujourd'hui, c'est une notion de cœur aussi, quoi. Donc ça, Oui. c'est bien qu'il y ait ça encore. C'est ça. Bon, c'est bien en tous les cas, mais en tous les cas, on te remercie d'avoir Merci à vous. Hein. d'avoir Merci, validé Amir. d'être Ouais. venu à l'émission. Parce que j'espère que tu as pris plaisir comme nous. Et puis voilà, l'échange, Oh, encore une fois, c'est de coach à coach. c'est toujours un régal. C'est toujours un régal. Je te suis, hein. Je suis ta progression avec coach adjoint. Donc, je te félicite un petit peu de tout ce que tu fais. Et puis, ça permet aussi à tout le monde de s'exprimer, à certaines personnes aussi de parler de leur passé et aussi de leur cursus et de mettre en valeur aussi les gens. Donc, merci à vous. Hein. Merci à vous de ce que vous faites. Bravo encore. Hein. Merci en tous les cas, Amir. Et puis, on te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, cette qualification. Et puis, tu auras réussi ton premier challenge. Et j'espère que tu auras d'autres challenges derrière encore à relever. Merci à vous. Merci à vous. Et bonnes vacances si vous êtes. Hein. Ouais, bientôt. Bientôt. Ciao, Amir. Ciao, ciao. Salut. Ouais. Merci, Seb. Ciao.